de Jean-Baptiste Brenet, qui nous fait l'amitié cette année de venir nous parler. Je pourrais évidemment dire qu'il est professeur de philosophie à l'Université de Paris 1, que c'est un des plus éminents spécialistes des aristotéliciens, des avéroïstes latins, qu'il a travaillé sur la noétique de Jean de Jandin et d'une manière générale sur la cogitation dans la philosophie, qu'il a d'une certaine manière, avec d'autres, après d'autres, je pense évidemment à Alain de Libera, remis la philosophie médiévale, en particulier de langue arabe, dans le champ de la philosophie tout court. Mais je préfère vous dire, en somme, que si nous sommes si heureux de l'accueillir aujourd'hui, c'est que tout ce savoir, il le risque dans l'aventure, dans des livres qui sont libres, audacieux, et nous savons ce que ça coûte lorsqu'on est universitaire de prendre ce risque-là. Il l'a pris dans Averroès l'Inquiétant, un livre qui est paru aux Belles Lettres. Il le prend à nouveau dans Je fantasme, un livre qui parle aussi d'Averroès et de l'espace potentiel, et qui est paru cette année chez Verdier. Qu'est-ce que ça veut dire de le risquer dans l'ordre des livres? Ça veut dire à la fois de rendre ce savoir serviable, accueillant, ouvert, offert à la littérature. Je fantasme parle aussi de Balzac, à l'art d'une manière générale, il parle de Chris Marker, mais aussi à tous ceux qui veulent bien, au fond, entendre ce que cette philosophie a encore à nous dire. Donc on le remercie pour cela. Il va nous parler aujourd'hui des fantasmes politiques. Donc Jean-Baptiste, merci et nous t'écoutons. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne après-midi et je suis très heureux d'être parmi vous. Donc ce que je voudrais présenter s'intitule, comme Patrick Boucheron vient de le dire, « Pourquoi des fantasmes politiques ?» Et pour moi, c'est une manière d'articuler les trois termes qui font le thème de notre banquet cette année, penser, rêver, agir. Et je voudrais le faire en mobilisant un peu donc de ce qui m'occupe constamment dans mes recherches et pourrait paraître très intempestif, assez loin de tout, à savoir la pensée médiévale et en elle plus particulièrement un peu de philosophie arabe. Je commence par une chose très simple. Il y a une phrase que tous les philosophes ou tous les lecteurs de philosophie, tous les professeurs de philosophie connaissent et qu'ils connaissent si bien qu'ils n'ont plus aucune envie de la lire, qu'ils la sautent, qu'elle ne leur parle plus. Et cela aussi, il faut bien l'avouer, parce qu'elle a quelque chose d'un peu plat, comme du bon sens ou des bons sentiments. Cette phrase, c'est la toute première de la métaphysique d'Aristote, livre alpha, ligne 1, et elle dit « Tous les hommes, par nature, désirent savoir ». En vérité, bien sûr, cette phrase trop connue n'a rien d'évident. Mais ce qui m'importe ici, c'est ce que les médiévaux, ou plutôt certains médiévaux latins, pour commencer, aux confins des XIIIe et XIVe siècles, en ont fait. Or, ce qu'ils en ont fait de très remarquable, c'est le premier temps d'une sorte de syllogisme, de raisonnement à trois coups, appuyé sur le principe typiquement médiéval, bien qu'il vienne des Grecs, que la nature ne fait rien en vain, c'est-à-dire qu'on ne saurait trouver dans la nature, dans la réalité des êtres, quelque chose qui soit là pour rien, ou pire, quelque chose qui soit là pour une fin, mais une fin à jamais hors d'atteinte, comme une promesse irréalisable, une puissance toujours à distance de son acte. Quel est le raisonnement? Il est simple, lui aussi, mais d'une grande portée, et il repose sur la confrontation, pourrait-on dire, entre le principe et le réel, entre ce qui doit être par principe et ce qui, tout bonnement, est, et qu'on a brutalement sous les yeux. Premièrement, dit le syllogisme, tous les hommes, par nature, désirent savoir. C'est le principe. Mais deuxièmement, tous les hommes, loin s'en faut, ne savent pas. C'est le constat, c'est le réel. Or, deuxièmement bis, si vous voulez, cette situation est théoriquement impossible, puisque la nature ne fait rien en vain. Donc, troisième et dernier temps, c'est la conclusion, et pour l'instant, je la laisse de côté. Il faut être sensible à ce geste médiéval
qui, en quelque sorte, met Aristote à l'épreuve des faits, pour ainsi dire, et qui prend acte de l'écart, en principe inenvisageable, entre d'un côté un désir universel de savoir, un appétit naturel de tous les hommes pour la connaissance, et de l'autre, une situation réelle, concrète d'ignorance, de privation de savoir pour la majorité. L'un de ceux au Moyen-Âge qui a le plus fortement raisonné ainsi, c'est sans doute l'une des figures tutélaires de nos réunions ici, à savoir Dante, le poète, qu'obsédait d'ailleurs l'idée d'être utile. Dans son banquet, le Convivio, il fait ce syllogisme-là, cette amorce de syllogisme qu'on ne voit pas généralement parce que c'est recouvert par le texte, mais c'est là. Et cela, chez lui, donne tous les hommes naturellement inclinent au savoir, c'est la majeure, et Dante la formule explicitement. Or, écrit Dante, de cette très noble perfection, molti sono privati, nombreux sont privés, c'est la mineure, et c'est un constat, c'est le monde comme il va, c'est-à-dire qu'à la science pour tous, ce destin théorique de l'homme répond à conditions réelles, à savoir la multitude des affamés de science, la multitude des déshérités du savoir, de ceux que la vie même, sous ce rapport, affame. Or, je le redis, pour un médiéval, pour un aristotélicien, même de loin, c'est inadmissible. Si le désir de savoir est naturel, il n'est pas vain. S'il n'est pas vain, il faut qu'il soit exaucé, qu'un acte vienne combler la puissance dont il est issu. On ne saurait se contenter, autrement dit, de décrire, impuissant, une gigantesque frustration. Le décalage entre l'homme désirant et l'homme réel n'est pas tenable, si la nature n'est pas vide, tricheuse, mensongère, si rien ne cloche en elle comme il se doit, s'il n'est pas de faim sans son rassasiement, on ne peut pas se borner à pointer ce hiatus et s'en satisfaire. Et donc, il faut bien une conclusion, et nous y revenons. Que faire devant l'écart inadmissible? C'est la question qui est posée. Et Dante répond. Il répond à sa façon, en génie qu'il était. Tous veulent savoir, et tous qui devraient y arriver ne savent pas. Donc moi, dit Dante, je fais un banquet. Donc moi, io adunque, dans l'italien original, j'écris le banquet. Un banquet auquel je convie les affamés, les miséreux, c'est son terme, pour partager avec eux ce qu'il reste du pain des anges, et ce faisant, en quelque sorte, pour réparer le défaut de la nature. Peu importe ici toutes les singularités de la position de Dante. Ce qui m'intéresse dans son geste, ce sont deux choses. L'idée, d'une part, qu'en somme, il faille agir. Et cela ne va pas de soi à l'époque, quand on compare les manières de lire cette phrase d'Aristote. Prenons un exemple, le grand Thomas d'Aquin, que Dante connaît bien sûr, et à qui il doit beaucoup. Ils n'ont quasiment qu'une génération d'écart. Eh bien, que dit Thomas devant le même constat d'un réel incomplet, d'un réel potentiellement tragique? Il dit ceci, qu'il n'y a pas à s'en faire, que l'accomplissement nécessaire du désir naturel se fera, non pas certes en cette vie, ici et maintenant, mais dans l'autre vie, surnaturellement. La réponse thomasienne, autrement dit, c'est qu'il faut attendre, confiant. La réponse au problème, ce sera la grâce. C'est Dieu qui portera remède à cette incomplétude inscrite comme contradictoirement dans la nature des choses. Comme vous le voyez, ça n'est pas Dante. Et le second point que je veux retenir, c'est que cette action, c'est un banquet, dans lequel ce que Dante donne à manger, comme en une sorte d'eucharistie profane, c'est le commentaire de ses propres poésies. On vient ici se nourrir d'images et de commentaires d'images, des images dont on déplie le sens et qu'on fait circuler. C'est de cela que j'aimerais me servir à présent en basculant vers les penseurs arabes, c'est-à-dire de cette double idée, d'une part d'une nécessité de l'action, et d'autre part, une action que je dirais politique, sur quoi je reviendrai, et d'autre part que cette action politique du penseur, ou de la pensée, je préfère cette idée qui s'éclaircira, se fonde elle aussi sur des images que j'appellerai souvent, en privilégiant le grec, des fantasmes. Quand je parle de penseurs arabes, en fait, j'en utiliserai principalement deux, par ailleurs connus de Dante et lisibles
des latins durant la scolastique. Averroès, d'abord, le grand commentateur andalou d'Aristote, un penseur du XIIe siècle, rapidement traduit en latin et lu et commenté par tous, philosophes comme théologiens. C'est l'une des plus grandes figures de la pensée occidentale, figure paradoxale, autant détestée qu'il fut adoré et suivi. Puis Al-Farabi, sans doute le premier aristotélicien arabe, un penseur du Xe siècle à Bagdad, et modèle de tous les philosophes postérieurs, modèle révolutionnaire dans la manière qu'il a de placer la philosophie au centre de tout. Je fais un bond, donc, et je voudrais progresser un peu en me servant d'eux. La première chose que je veux retenir, c'est que ce sont des théoriciens de l'intellect. Ils pensent tout, bien sûr, ils sont systématiques, conçoivent l'ensemble de l'univers dans toutes ses dimensions, mais au cœur de leur système, me semble-t-il, il y a une doctrine de l'intellect ou de l'intelligence, et en particulier de l'intelligence humaine. Cela veut dire que ce qui les travaille, c'est d'établir quelle est la nature de cette faculté chez l'homme, de comprendre quel est son rapport au corps, à la matière, puis d'établir quels sont les degrés d'accomplissement de cette puissance, comment progressivement, de marche en marche, elle passe à l'acte, et cela jusqu'à parvenir à un état de perfection complète, l'état de perfection du philosophe, à proprement parler, censé conférer à l'homme devenu parfaitement homme une forme d'immortalité ou d'éternité qui le soustrait au monde de la corruption auquel par nos corps nous appartenons d'abord. Voilà ce qui, s'agissant de l'homme, préoccupe ces auteurs. La possibilité d'une sorte de félicité mentale, d'intellectualité béatifiante, de salut par l'intelligence, si l'on veut, et le chemin qu'il s'agit d'emprunter pour y parvenir. Mais ce qu'il est crucial d'ajouter, c'est que pour eux, s'il doit s'agir en quelque façon de décrocher du monde, de s'excepter de la matière, de la contingence, de la variation, de la singularité, de la mort, cela ne peut se faire que dans le monde, qu'au sein du monde, non pas du tout en le fuyant, en le méprisant ou en tâchant de le mettre entre parenthèses, mais tout à l'inverse, en s'y mêlant, en s'y plongeant de façon volontaire, franche et méthodique. Parce que c'est dans le monde, pense-t-il, et seulement là, que se trouve ce qui doit permettre à l'homme d'émerger. Cela, ils le tiennent d'Aristote à nouveau. L'homme cherche le vrai, l'universel, il cherche ce qu'on appelle l'intelligible, qui fait l'objet de son intellect, mais cela, c'est dans le monde, ici-bas, c'est seulement dans l'expérience des choses réelles, individuelles, concrètes, des choses adventices, qu'il peut le trouver et l'extraire. Pour l'homme, donc, il s'agit de penser au maximum de ce qu'il peut, d'accroître sa pensée, son savoir, et de s'agrandir en pensant, mais cela ne pourra advenir qu'en se rapportant aux choses, et plus exactement aux traces que ces choses laissent en nous, à leurs marques, à leurs sédiments, à leurs empreintes particulières dans nos corps, c'est-à-dire à ce que les médiévaux appellent des images ou donc des fantasmes. C'est la première chose à laquelle je voulais arriver, et il faut bien la garder en tête. Je bois de l'eau factice, mais je tiendrai. Je le tente sans lunettes et sans eau. Entre parenthèses, je note qu'il y aurait là bien assez pour faire jouer un peu nos trois termes penser, rêver, agir. Je songe notamment aux deux premiers, penser et rêver, puisque pour les médiévaux, cette entreprise d'activation de l'intelligence met en œuvre une notion génialement floue de pensée, que pour ma part j'appelle la cogitation, à mi-chemin entre la sensation et la conception pure, dans cette zone médiane qu'on nomme généralement l'imagination, et que les médiévaux ont raffiné à l'extrême avant que la modernité n'en appauvrisse considérablement le contenu et les fonctions. Et dans cette pensée-là, le rêve a sa place, bien sûr, et notamment le rêve diurne, signe d'indépendance psychique et non de divagation pathologique, puisque le rêve suppose une désactivation des sens, une séparation d'avec l'immédiateté des sens, d'avec ce qu'ils imposent, parfois mal, d'avec leur urgence, sans recul, et que dans ce désœuvrement-là, c'est l'imagination qui se libère et qui s'ouvre, au risque certes de certains ratages, à d'autres formes de réalité, suivant d'autres circuits,
dont la vérité peut sortir. Toutefois, ce n'est pas cela que je veux développer maintenant et je ferme ma parenthèse. Je disais donc que ces philosophes, Averroès, Al-Farabi, merci. Merci beaucoup, sont des théoriciens de l'intellect, qu'ils élaborent une doctrine technique dans laquelle il s'agit de concevoir les conditions et les étapes d'un parachèvement de l'intelligence humaine. Cette intelligence est d'abord incarnée, elle est d'abord mondaine, mais peut se déployer, ils en sont convaincus, jusqu'au savoir absolu, qui produit une sorte d'illimitation de l'homme et qui constitue en tout cas la fine pointe de son être, ce qui le désentrave et le libère de tout. C'est exact. Mais ce n'est pas le dernier mot. Pour le dire trivialement, ces hommes-là sont aussi des hommes d'action. Par là, je ne veux pas dire qu'ils aient pris part à l'action politique dans leur vie réelle, qu'ils s'y soient investis. Encore que ce ne soit pas faux, et certainement pas insignifiant, notamment dans le cas d'Averroès, qui est un exemple typique d'intellectuel organique. Averroès, en effet, est un juge suprême même, en particulier à Cordoue, au service d'un pouvoir dont il reçoit l'appui, contre des juristes et des théologiens hostiles, et d'un pouvoir toujours en lutte qu'il a pour charge de son côté de légitimer. À la fin de son célèbre Fas al-Maqal, le discours décisif, Averroès, d'ailleurs, vante ce qu'il appelle, je le cite, le pouvoir vainqueur, c'est-à-dire la dynastie almohade, qui régnait alors en Andalousie et qui s'était imposée il y a peu contre les Almoravides, et dont Averroès dit, dans son commentaire à la République de Platon, que grâce à elle, cette dynastie almohade, on peut raisonnablement espérer qu'une telle république parfaite advienne bientôt sur la terre. Et il la félicite, entre autres, pour la voie moyenne qu'elle adopte dans son rapport à l'islam, entre le littéralisme étroit d'un côté et les délires interprétatifs de l'autre. On sait aussi, du reste, qu'Averroès a voulu précisément doter le pouvoir en place d'une espèce de contre-théologie, de théologie philosophiquement conçue, pilotée, destinée à contrer la théologie musulmane de son époque, qu'il jugeait dangereuse pour la société même, et donc pour la philosophie, et donc pour l'humanité. Bref, je le disais, ça n'est pas rien, loin s'en faut. Mais quand je parle d'hommes d'action, je veux dire, ce qui évidemment n'est pas très loin, que leurs théories ne sont pas exclusivement descriptives, mais prospectives aussi, tendues, qu'elles revêtent, et l'on pourrait dire essentiellement, une dimension pratique. Là encore, bien sûr, c'est une vieille affaire. Aristote lui-même, par exemple, dans son Éthique à Nicomaque, insistait pour dire que, s'agissant du bien et de la vertu, le but n'est pas seulement de les concevoir, mais de devenir bon. Je cite un passage célèbre, c'est Aristote qui parle, « Le présent travail n'a pas pour but, comme les autres, l'élaboration d'une théorie. Ce n'est pas en effet pour savoir ce qu'est la vertu que nous nous livrons à un examen, mais pour devenir bon, sans quoi nous n'aurions nul besoin de ce travail. » Dimension pratique donc, mais pas seulement pour soi, sur soi. Pratique en tant que modification concrète des autres au sein de la cité. C'est particulièrement net avec Al-Farabi. Outre la métaphysique, en effet, outre la physique, outre la doctrine de l'intellect, Al-Farabi ne cesse d'écrire sur la politique ou avec la politique en point de mire, comme si tout s'y ordonnait. Il parle sans cesse de cité vertueuse, de cité parfaite, et cette cité, il ne l'a pas sous les yeux, il la vise, il la projette, il se voit comme son instigateur, voire comme son premier chef. À la fin des mots, si je me souviens bien, Sartre écrit, avant en fait de dépasser cette idée aussi, « Rien dans les mains, rien dans les poches, l'essentiel était de me sauver ». Eh bien, c'est un peu cela chez Al-Farabi, qui toutefois va plus loin. L'essentiel est de se sauver et de sauver. La pensée de Farabi est une pensée qui dit au philosophe « Sauve-toi » et ce faisant, autant que possible, sauve les autres. Cela ne pouvant se faire que dans une cité par la politique. Il y a là deux idées, au moins, ou deux problèmes très classiques, on le voit bien. Le premier, c'est l'idée que le philosophe, que, je le redis, les penseurs arabes ne voient pas comme un apprenti, comme un amoureux du savoir, mais proprement comme l'homme parfait, comme l'homme du savoir absolu, que ce philosophe-là, donc, ne doit pas se tenir simplement dans sa perfection, qu'il ne doit pas en jouir seul, au degré suprême de l'intelligence, mais qu'il doit retourner vers le monde, vers les autres dans le monde pour tâcher
de les accomplir. Si l'on songe, évidemment, à l'allégorie platonicienne de la caverne, que les Arabes connaissent, c'est l'idée, autrement dit, que le philosophe sorti de la caverne doit redescendre, replonger, et dégager les autres, autant que faire se peut, des chaînes et de l'obscurité. Il s'est substantialisé, donc, ce philosophe, par décrochage d'avec la matière, c'est-à-dire, en termes plus simples, qu'il n'est plus qu'intellect, il est, dirait-on, toute intelligence, son essence se confond désormais avec son intellect, mais c'est dans le monde des corps, pourtant, qu'il lui faut accomplir ce que cette sorte de désincarnation lui a donné d'apprendre. Le philosophe, autrement dit, qui s'est soustrait au monde, c'est-à-dire à son corps et à toute matière, ne s'en absente pas. Il s'en soucie, et c'est son corps qu'il doit retrouver, c'est la matière, le temps, l'histoire, l'individuel, l'accidentel qu'il doit réinvestir, et cela pour se faire politique. L'une des caractéristiques remarquables de la pensée d'Al-Farabi étant que cette politisation du philosophe paraît consubstantielle à la philosophie même, comme si le philosophe qui n'était que philosophe, seul dans sa contemplation, pour ainsi dire, était comme amputé d'une partie nécessaire à sa perfection. Je vous cite brièvement quelques phrases qui le disent, tirées d'un très beau texte de Farabi intitulé « L'obtention de la félicité ». Farabi écrit ceci qui est fort: « Ce serait en vain que le philosophe ferait l'acquisition des vertus de la pensée s'il n'avait la capacité de leur donner d'exister en chaque homme selon ce qui lui est possible. » Ou encore, lorsque le possesseur des sciences n'a pas la faculté de les utiliser pour autrui, elles sont une philosophie imparfaite, défectueuse. Pour être un philosophe véritablement parfait, il faut posséder à la fois les sciences et la faculté de les utiliser pour les autres selon leur capacité. Dernière phrase, si le philosophe qui a acquis la vertu de la pensée n'a pas la capacité de les faire advenir chez tous les autres selon leur capacité, alors ce qu'il en a acquis est sans valeur. Mais je parlais de deux idées ou de deux problèmes et j'en viens au second. Dans ce qu'on lit chez Al-Farabi, en effet, et cela vaut aussi pour Averroès, le problème n'est pas seulement celui de la redescente, de sa justification et de sa visée, mais celui de ses moyens. Et pourquoi faut-il absolument poser la question des moyens de ce retour censé tendre vers la perfection de tous? La réponse est cruciale dans la philosophie arabe classique. C'est parce que l'humanité est disparate, qu'il y a en son sein des types d'hommes, des sortes de fondamentaux, et que tous ne sont pas capables d'assimiler sur le même mode le même contenu. Ce qu'on trouve le plus souvent, et sans que cela soit bien défini, c'est l'idée d'un partage anthropologique massif entre l'élite d'un côté et de l'autre la foule, la masse, le vulgaire. L'humanité, certes, est une, du moins l'humanité saine, dans la mesure où tout homme, par nature, participe de la rationalité et que chacun, au moins, reçoit ou accède presque d'emblée à un même premier lot d'intelligibles, de notions, de concepts, sur quoi son esprit s'appuiera. Cela étant, sur cette couche ou matrice première, sur ce fond commun, qui fait la condition de possibilité de la communauté humaine, les individus se hiérarchisent et chacun est comme doté d'un naturel particulier qui le range dans telle ou telle classe, dans tel ou tel groupe, selon les activités vers lesquelles il se porte, selon la manière qu'il a de se représenter les choses, et selon la manière qu'il a d'y assentir, d'y acquiescer, bref, de juger. Avicenne, par exemple, pense la même chose, et Averroès aussi. Et toute leur philosophie, dans leur dimension politique, en dépendent de cela. Si tous les hommes, tous les citoyens ne se valent pas, s'il est vrai qu'ils ne sont pas tous dotés d'un naturel et d'une éducation philosophique leur donnant d'accéder à la sagesse, à la vérité de la pensée dans sa forme pure, et si pourtant, ce qui est une thèse, dans la cité vertueuse, tous les citoyens doivent accéder à la même vérité que le chef, c'est-à-dire que le philosophe, alors se pose à ce philosophe la question de la diffusion, de la transmission, de la vulgarisation de cette vérité, c'est-à-dire la question de son transfert à la foule sans altération de fond, la question de sa transmission sous une forme adaptée aux déficiences de la masse. Et la réponse, bien connue, c'est l'image, le fantasme. Le moyen de la politique, c'est-à-dire de cette nécessaire œuvre de communication du savoir, d'un seul et même savoir à l'ensemble partiellement hétérogène des hommes, c'est l'image ou le fantasme. Le philosophe, comme tel, saisit des concepts.
use des concepts. Le vrai, dans sa pureté, il le conçoit. Mais il se fait politique aussi pour donner à chacun autant que possible d'accéder à cette vérité-là. Et son outil, compte tenu de la disparité mentale qu'on vient d'évoquer, c'est l'image, et plus exactement, en ajoutant la modalité de cette communication, non pas le concept et la démonstration, mais l'image ou le fantasme et la persuasion. S'il faut que le philosophe agisse, par conséquent, c'est en donnant au peuple les diverses images conformes au vrai, autant que possible, qui sauront le persuader. Cela veut dire une chose claire chez Al-Farabi, c'est que le philosophe n'a pas seulement à être le roi, le chef de la cité, il doit en être aussi le nomothète, le législateur, et l'imam, c'est-à-dire le guide spirituel, le chef religieux, voire, en un sens totalement rénové, le prophète. La religion n'étant rien, à ses yeux, qu'un moyen, au sein de la politique, de convoyer les images efficaces les plus proches du concept absolument vrai. C'est ce qui explique qu'Al-Farabi inverse totalement le modèle qui deviendra familier dans l'Occident latin, celui de la philosophie comme servante de la théologie, ancilla theologiae, c'est la formule latine bien connue. Chez Al-Farabi, dans la cité vertueuse, et non dans le monde encore imparfait comme il va, c'est le contraire. La religion et ce qu'on appelle le kalam, c'est-à-dire la théologie spéculative, tout cela est aux mains de la philosophie. Il écrit ceci dans un texte intitulé « Le livre des lettres » ou des particules, qui est très clair et assez spectaculaire, je le cite, « La philosophie, dans son ensemble, précède la religion à la manière dont l'utilisateur des instruments précède chronologiquement les instruments. » On peut donc le redire, la religion n'a d'autre but dans la cité vertueuse, c'est-à-dire par conséquent quand elle est forgée par le philosophe lui-même, que de donner à chacun, autant qu'il le peut, selon ce qu'il est, l'équivalent, l'analogue inférieur de la philosophie pure. La politique, dans les mains du philosophe, est une pratique de l'imitation. Il s'agit pour le philosophe roi qui sait tout, et qui possède, en deçà de son intellect, cette étonnante capacité de réflexion, cette cogitation que j'évoquais tout à l'heure, entre l'imagination et l'intelligence abstraite, qui lui permet d'accidentaliser, de modaliser l'universel qu'il s'agit de faire advenir, qui lui permet de lui adjoindre à cet universel des caractères particuliers, variables, adaptés aux différentes époques, aux événements, aux différents lieux, aux populations. Ce philosophe roi, doté d'un pouvoir d'incarnation différencié du vrai, a pour charge précisément de produire des copies fidèles des intelligibles qu'il saisit, des copies proportionnées, mesurées, et des copies persuasives, c'est-à-dire susceptibles d'être acceptées, non pas seulement dans l'ordre pratique, pour que le peuple soit droit, mais dans l'ordre théorétique ou théorique, pour que ce peuple pense bien. À nouveau, je peux citer Al-Farabi, un bref passage extrait du même livre des lettres que je citais précédemment. Dans ce texte, il est expliqué que le philosophe conçoit l'univers entier dans sa vérité, de la matière et des éléments, au plus bas jusqu'au plus haut des cieux, et au premier moteur de l'ensemble, ce qu'on appelle Dieu dans la religion. Et Al-Farabi note ceci, je le lis, « Ces choses sont philosophie lorsqu'elles sont dans l'âme du philosophe, elles sont religion lorsqu'elles sont dans l'âme du grand nombre. Car lorsque le législateur philosophe les connaît, elles lui sont évidentes par une connaissance certaine, tandis que ce qui est établi dans l'âme du grand nombre l'est par une image et par la persuasion. Les images et les arguments persuasifs sont destinés à d'autres qu'aux philosophes, tandis que pour lui, le philosophe, ces choses sont certaines, ce sont pour les autres une religion, pour lui, elles sont philosophie. » Fin de la citation. Tout cela est assez clair. Et par ailleurs, je le redis, bien connu des lecteurs de ces textes, il n'est qu'à les ouvrir. Avec des nuances, on en retrouve des éléments essentiels partout, comme chez Averroès, avec cette différence importante toutefois, que la religion vertueuse chez Averroès n'est pas à bâtir. Elle existe déjà, c'est l'islam, laquelle religion, plus parfaite que toutes les autres, n'est rien qu'une version métaphorique de la vérité à l'adresse du grand nombre, une version conforme à son niveau, une version, dirait Averroès, miraculeusement conforme même, pour qui sait interpréter, conforme à ce que le philosophe démontre intellectuellement. Tout cela, en tout cas, nous offre une première réponse, facile et plutôt historienne,
à la question qui me sert de titre. Pourquoi des fantasmes politiques ? On aura compris qu'il ne s'agit pas de prendre fantasme au sens courant et du reste richissime, de projections imaginaires, rêvées, un peu sans assurance, toujours mêlées de désirs, et de s'interroger sur le besoin ou la raison qu'aurait l'homme dans l'action politique de projeter, de s'arracher jusqu'à l'illusion ou au risque de l'égarement, à l'ici et au maintenant. Non, ce n'est pas cela. Fantasme, je le prends comme synonyme d'image, je l'ai dit, et cela en un sens plutôt aristotélicien, assez technique et peut-être un peu décevant au départ, c'est-à-dire pour désigner, je le répète, ces traces singulières laissées en nous par les choses que nous sentons, dont nous faisons l'expérience physique, des traces qui s'élaborent en nous, entre autres cérébralement, des traces que nous triturons en quelque sorte, que nous décomposons, que nous recomposons, et qui sont associées constamment, du moins tant que nous sommes en chemin, à la production, à l'usage, au maniement de nos concepts. Or, ce qu'on vient de voir, c'est que ces images, qui recoupent en partie le sens courant qu'on donne à ce terme, celui de métaphore, d'un certain usage de la langue, ces images constituent l'outil fondamental du penseur, l'outil fondamental du penseur accompli et du philosophe qui, retrouvant, remobilisant son corps, remobilisant sa langue, sa sensibilité, le monde des états, le monde des accidents, le champ des événements, des variations, s'en sert, ou doit s'en servir dans la cité parfaite, pour rendre vertueux autant qu'ils le peuvent les autres hommes, les hommes presque autres, c'est-à-dire les sauver, en leur donnant, via les images, qui copient les concepts vrais, de s'intellectualiser au maximum, selon ce que leur nature et leur éducation autorisent, c'est-à-dire encore, l'essence de l'homme étant la rationalité, en leur donnant de s'humaniser à plein. Pourquoi des fantasmes ? Parce que le philosophe, si c'est bien la philosophie qu'il doit communiquer à tous, ce qui est une thèse, je le répète, ne peut la transmettre, compte tenu de la diversité des esprits, des natures, philosophiquement, c'est-à-dire sous la forme conceptuellement pure, démonstrative, qui vaut pour lui et ses pairs. Pourquoi des fantasmes ? Parce qu'il faut transmettre la philosophie aux non-philosophes, et que les fantasmes, quand le philosophe s'en charge, sont les opérateurs adéquats, les seuls possibles de cette vulgarisation. Et l'on pourrait multiplier les formulations. Pourquoi des fantasmes ? Parce que sans cela, l'humanité, incapable dans toutes ses parties de s'achever, serait vaine, et le monde avec elle. Ou encore, si l'on retrouve l'adjectif de mon titre, pourquoi des fantasmes ? Parce que quand c'est la philosophie qui chapeaute tout, il n'y a de politique parfaite que par eux, et que, hors de la cité vertueuse, hors de la politique, il n'est pas, en un sens profane, de salut, etc. Très succinctement, voilà ce qu'on lit chez Al-Farabi, et que, je le redis, avec des différences certes de taille, on retrouverait en partie chez Averroès. Tout cela est d'une grande importance, à la fois historique bien sûr, et conceptuelle, incontestablement, et c'est certain, cela déborde aussi le seul cadre de la pensée arabe médiévale ou classique, qu'on pense seulement, presque au hasard, à Maïmonide ou Spinoza. Toutefois, et en dépit du temps que j'y ai consacré, ce n'est pas non plus ce que je veux retenir pour mon intervention, pour la proposition théorique autour du fantasme et de la politique qu'on pourrait essayer de faire. Il y a bien des raisons à cela, et notamment si l'on sort de l'histoire de la philosophie, le fait, pour le dire un peu abruptement, en s'autorisant un peu d'intolérance, que plusieurs principes à l'œuvre ici ne nous vont pas, ne peuvent pas nous aller. Je pense, par exemple, à l'idée fondamentale dans chacun de ces systèmes de ce partage anthropologique massif et relativement figé entre élite et foule qui distingue les hommes d'emblée selon leur complexion. Je pense à l'idée du philosophe, certes plus complexe qu'il n'y paraît, comme dépositaire du savoir absolu, comme sujet de la vérité intégrale et pure. Je pense à l'idée des images comme traduction seulement, comme concrétisation, comme vêtement, comme copie de la vérité déjà là, actuellement là et comme au-dessus des têtes. Et donc, je pense à l'idée de la politique comme organisation, comme gestion de sa diffusion verticale, comme littéralement infusion de la pensée parfaite, ou comme son introjection, c'est-à-dire comme le fait du dehors et sous le contrôle du savant, de l'introduire au-dedans. Je voudrais repérer autre chose dans ces textes,
de moins évident et pour nous, je crois, de plus fécond. Quelque chose qu'ils recèlent en vérité, mais qu'il faut débusquer et qui pourrait leur faire perdre un peu de leur inactualité. Pour cela, c'est sur Averroès que je vais me concentrer et c'est avec lui que je vais terminer. Il faut revenir au premier point que j'avais présenté, celui qu'il fallait tenir en tête. Quand je disais que, de ces penseurs arabes, qu'ils étaient des théoriciens de l'intellect, c'est particulièrement vrai dans le cas d'Averroès, que le problème de l'intellectualité, et de l'intellectualité humaine en particulier, a comme obsédé tout au long de sa carrière, puisqu'il n'a cessé, sous des formes variées, de commenter le fameux traité de l'âme d'Aristote. Entre autres choses, ce grand texte d'Aristote est célèbre dans l'histoire de la philosophie parce qu'il laisse ouverte, en suspens, indécise, la question pourtant cruciale, qu'on pourrait croire prioritaire, de l'intellect humain, de l'intelligence de l'homme. Aristote, s'occupe globalement du vivant et de façon plus ciblée de l'animal, dont l'homme n'est qu'une sorte, dont l'homme n'est qu'une espèce. Et sur la singularité de cet homme, à savoir l'intellect, il en dit peu, et cela de manière fort problématique. Parmi les problèmes, il en est un en particulier, sur lequel Averroès concentre ses efforts d'exégète et son génie. C'est le problème qui concerne ce que la tradition va appeler, d'un terme technique, l'intellect matériel, et qui constitue l'un des philosophèmes les plus vertigineux qui soient. Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais l'essentiel est assez facile à comprendre. Incidemment, Aristote réfléchit sur ce qu'est l'intellect de l'homme. Et pour déterminer ce qu'est sa nature, ce qu'est son être, il considère d'abord l'opération de cet intellect, l'idée étant que ce que fait l'intellect renseigne sur ce qu'il est. Or, ce que fait l'intellect, d'abord, c'est de recevoir, c'est de pâtir. La première chose à savoir sur la pensée, si j'appelle pensée ici l'acte de l'intellect, qu'en vérité je préférerais appeler intellection, la première chose à savoir sur la pensée, c'est que c'est une réception, qu'elle consiste à recevoir ce qu'on peut appeler des concepts. Or, si penser, c'est recevoir un certain type d'objets, en l'occurrence des concepts, cela veut dire que l'intellect, c'est un récepteur. L'intellect, c'est d'abord un réceptacle, une sorte de substrat ou de lieu susceptible d'accueillir en lui ces concepts. C'est un premier point. Et de là vient une autre question, celle de savoir quelle est la nature de ce substrat, quelle est la nature de ce sujet, de ce subjectum au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de ce qui est jeté là, dessous, qui se tient sous. Et c'est là qu'Aristote avance sa thèse, la plus dense. Car si l'intellect est un récepteur des pensées, que pour recevoir quelque chose, il faut en être dépourvu, et que l'intellect, pour sa part, peut tout recevoir, car nous pouvons tout penser, cela veut dire que l'intellect, en lui-même, doit n'être rien. L'intellect que la tradition appelle matériel, c'est cela. On le dit matériel non pas du tout parce qu'il est fait de matière, certainement pas. Au contraire, tout processus intellectuel est immatériel, dans sa fin en tout cas. Mais parce qu'il est, cet intellect, comme la matière, susceptible de recevoir des formes, et en vérité, toutes les formes universelles, sans limite, sans restriction. L'intellect, donc, est ouvert à l'amplitude indéfinie, à l'amplitude illimitée du réel, et dans cette mesure, dit Aristote, en vertu d'un principe de dénuement du récepteur, cet intellect omni-récepteur ne peut qu'être vide, informe, dénué de toute chose qui viendrait faire obstacle à sa capacité d'accueil ou la réduire. Il n'est rien en acte, par conséquent, son être n'a qu'une seule caractéristique, être puissance. Voilà l'intellect matériel. C'est l'intellect de l'homme dans son état premier, natif, dont l'être, pour pouvoir penser tout, est de n'être rien, ou plutôt, je le répète, et c'est la formule d'Aristote, dont l'être est d'être puissance, d'être tout entier puissance, avec cette conséquence paradoxale que ce qui est censé faire l'homme, le constituer, c'est, à l'intime de son être, une sorte de béance. Averroès s'empare de cela. Il n'est pas le seul, évidemment. Al-Farabi, que j'ai évoqué, l'avait fait avant lui, pour ne parler que des Arabes, et sous des formes remarquables. À ceux, par exemple, qui veulent nier une forme de liberté humaine pour professer des doctrines déterministes, Al-Farabi objecte que cela revient à nier ce que notre nature, notre prime nature,
ce qu'on appelle en arabe la fitra, nous enseigne, à savoir que bien des choses peuvent être et peuvent ne pas être, et que certaines dépendent de notre choix délibéré et de notre volonté. Autrement dit, le principe de la réponse farabienne contre le déterminisme, c'est que nous savons que nous avons par nature, par fitra, une connaissance, une certitude, ou pourrait-on dire une expérience de la possibilité. Et d'où cela vient-il? Du fait, en vérité, que l'homme se saisit lui-même dans sa possibilité, que l'homme ne peut pas ne pas se saisir lui-même dans sa possibilité, c'est-à-dire comme l'être dont la perfection intellectuelle, c'est-à-dire l'essence, est une puissance. On retrouve ce que je présentais, mais disons, c'est Averroès plus que tous qui s'est emparé de cet aspect-là. Et il s'en est emparé radicalement, jusqu'au scandale. Et dans l'histoire d'ailleurs, dans l'histoire européenne latine, il restera tristement célèbre pour cela. Pour quelle raison? Là aussi, je simplifie et ne retiens que le nécessaire. Pour cette raison que cet intellect matériel béant, cet intellect puissant, cet intellect puissance, récepteur des pensées, sujet des pensées, Averroès considère qu'il ne peut qu'être un. C'est la thèse très fameuse sur des siècles dite du monopsychisme, mal nommé en vérité. À savoir l'idée qu'il y aurait un seul intellect pour tous les hommes, et d'abord un seul et même intellect matériel. Les hommes ne naissent pas dotés de leur intelligence personnelle, propre, ils se partagent ou ont affaire à un seul et même intellect, le même pour tous. Je ne vais pas expliquer ce qui a conduit Averroès, de commentaire en commentaire, à proposer une telle thèse, ni détailler comment les latins l'ont comprise, et ridiculiser aussi, en la caricaturant, sans cesser en même temps, ce qui est intéressant, de s'en préoccuper, de s'en angoisser même. Non, je me contente de dire une chose, je me contente d'une chose que je pose un peu grossièrement, et c'est de dire que les latins, ces latins-là, ceux de la scolastique puis tous les suivants, l'ont mal lu, ont mal lu Averroès, l'ont mal compris. Quand Averroès parlait d'un intellect matériel un pour tous les hommes, pour l'espèce, on a mal compris en quel sens cette unité ou cette unicité devait s'entendre. Et au fond, déjà Bayle au XVIIIe siècle et Renan au siècle suivant, tous deux critiques d'Averroès, l'avaient eux-mêmes bien vu. En quel sens l'intellect matériel un est-il un? Voilà la première question qui s'impose. Et la réponse, d'abord négative, c'est de dire qu'il n'est certainement pas un comme l'est un être, une réalité autonome qui serait en surplomb au-dessus des individus et auquel, sans qu'on sache trop comment, ces individus auraient à se connecter. Pour le dire d'une autre façon, l'intellect matériel ne s'érige pas en une sorte d'absolu. Il n'est pas un, par exemple, comme le soleil ou comme Socrate. Il n'est pas un comme une sorte de super-œil ou d'agent du dessus confisquant le savoir, dont il faudrait dire ce que Durkheim dit de l'esprit collectif, à savoir, je cite, que c'est lui qui pense et lui qui veut. Non, ce n'est pas cela. L'intellect matériel, c'est une puissance, la puissance humaine de penser. Et elle est une, en ce sens qu'en elle-même, par soi, étant donné qu'elle est immatérielle, elle n'est pas individuée, elle n'est ni ceci ni cela. L'intellect matériel, comme tel, c'est la puissance commune de l'humanité, la puissance intellectuelle commune, constitutive de l'humanité. Une veut dire non pluralisée, c'est-à-dire, je le répète, commune. Voilà ce qu'il faut comprendre et qui constitue la grande force de l'exégèse d'Averroès. Dans l'intellect d'Aristote, il est allé bâtir l'idée d'une puissance commune de l'espèce antérieure à sa partition accidentelle en actes de tel ou tel. Mais ce n'est pas tout. On ne saurait s'arrêter là puisqu'il s'agit de penser aussi la mise en œuvre de cette puissance commune de l'intellect. Et c'est là que nous revenons au fantasme, à l'image. Mais non plus pour traduire l'acte d'une pensée parfaite déjà faite, à l'adresse des moins doués, des moins bien lotis. Non, avant cela, dans la phase, si je puis dire, de production ou d'élaboration de la pensée, pour mettre en acte cette puissance intellectuelle en elle-même anonyme et indifférenciée. Je parlais tout à l'heure au début du fantasme pour dire que dans l'aristotélisme, l'une des thèses clés
consiste à poser qu'on ne pense pas sans fantasme, qu'on ne pense pas sans images, et qu'il faut des images, donc, gagnées dans l'expérience du monde, des choses, dans le rapport sensoriel aux réalités individuelles concrètes, puisque c'est des images seulement que peut être dégagé l'universel, ou le concept que l'intellect a charge de recevoir. Cela, c'est l'idée générale, classique, contre toute doctrine de l'illumination, toute doctrine de l'inéisme, contre tout idéalisme au sens platonicien du terme. Averroès, bien sûr, y souscrit, mais l'idée chez lui s'est précisée et à deux points de vue. Premièrement, le fantasme n'est pas seulement ce par quoi la pensée s'active, ce dans quoi l'homme vient extraire l'universel, le concept qu'il perçoit. Le fantasme, qui se distingue dans les corps de chacun, qui leur est propre, est la mise en œuvre, l'usage singulier de la puissance commune de pensée qu'est l'intellect matériel. Et de ce point de vue, dans la tradition qu'on appelle avéroïste, le fantasme constitue le moyen qu'a l'individu d'acquérir, terme clé, l'intellect, de le faire sien, de se l'approprier, c'est-à-dire singulièrement de progresser dans l'intelligence et ce faisant de s'universaliser. Mais, deuxièmement, ces fantasmes singuliers, les fantasmes de chacun, les vôtres, les miens, en chacun, ne fonctionnent pas isolément, seuls, ou comme de façon seulement juxtaposée. Bien sûr, Averroès défend l'idée du philosophe en qui tout le savoir s'incarne, et qui, à lui seul, donc, assure l'actualisation de l'intellect, bien qu'à la fin, ce philosophe ne soit plus à proprement parler quelqu'un. Mais Averroès défend autre chose aussi, à savoir l'idée précieuse que c'est relativement à l'espèce, à l'ensemble des corps singuliers, qu'il faut concevoir l'efficacité de l'activité fantasmatique. Ce qui veut dire, pour le formuler simplement, que si les fantasmes mettent en œuvre la puissance commune qu'est l'intellect, c'est en commun qu'ils le font, bien qu'ils soient singuliers, ou plutôt parce qu'ils sont singuliers, et que dans leurs limites, dans leur insuffisance, dans leur inachèvement, tous les fantasmes mutuellement se supposent les uns les autres et communiquent les uns avec les autres. Il faudrait un peu de temps, c'est sûr, pour préciser tous ces points. Mais si l'on revient à Dante, et cette fois à la monarchie de Dante, on peut bien entrevoir l'essentiel. Les chercheurs connaissent ce texte magnifique, et pas que les chercheurs d'ailleurs, dans lequel Dante, sur un point majeur, fait référence à ce que je viens de présenter d'Averroès. L'idée de Dante, pour le dire très vite, c'est que l'intellect matériel, dans ces termes-là, c'est-à-dire la puissance de pensée caractéristique de l'espèce humaine, ne peut s'actualiser qu'en vertu d'une multitude, d'une multitudo, dit le latin, et jamais en vertu d'un seul homme. Le pendant de la puissance intellectuelle commune, autrement dit, c'est la multitude des hommes, c'est-à-dire la multitude des fantasmes, à même de la mouvoir. Et pour Dante, cette multitude est intrinsèquement politique. Dante opère un geste considérable en congédiant le modèle du philosophe parfait, unique dépositaire du savoir total, pour faire porter sur cette multitude la charge d'exercer la puissance commune des hommes. Mais ce geste considérable, où les fantasmes ne sont pas seulement les conditions de possibilité de la pensée, mais l'exercice commun nécessairement de la puissance commune de pensée, c'est d'Averroès d'abord qu'il vient, lorsque ce dernier, je le redis autrement, essaie de concevoir comment s'articule, comment se croise nécessairement, d'un côté, la pure puissance de l'espèce, et de l'autre, l'actualité fantasmatique des individus, constamment pris dans un processus anthropogénétique où il en va de leur être même. C'est une chose que Giorgio Agamben a bien relevée dans ses textes et qu'il n'a cessé d'affiner au cours des années, lorsqu'il parle de cette notion centrale chez lui, la forme de vie, assez à la mode, qui désigne, je le cite à peu près, une vie qui ne peut se séparer de sa forme, de la manière de vivre la vie, une vie dans laquelle il en va toujours de la vie. C'est-à-dire encore, puisque la vie recèle toujours une puissance, voire puisque la vie est puissance, une vie consistant en un certain usage de la puissance qu'est la vie. La politique, bien comprise, ne peut être que cela. L'espace de la vie
comme forme de vie, l'espace de la vie comme usage de la puissance. Et Agamben n'a pas tort de convoquer à ce sujet Averroès. Dans l'un de ses livres assez récents, Usage des corps, il écrit par exemple ceci. La philosophie moderne ne commence pas avec la pensée classique qui avait fait de la contemplation, du bios theoretikos, une activité séparée et solitaire, mais elle commence seulement avec l'avéroïsme, c'est-à-dire avec la pensée de l'unique intellect possible commun à tous les hommes, et notamment au moment où Dante, dans le De Monarchia, affirme l'inhérence d'une multitudo à la puissance même de la pensée. Et plus loin, au sujet de cette multitude avéroïstico-dantesque, Agamben écrit dans une formulation très dense, ramassée, « Il y a multitude parce qu'il y a en chaque homme une puissance, c'est-à-dire une possibilité de penser. Mais par là même, l'existence de la multitudo coïncide avec la réalisation générique de la puissance de penser et en conséquence avec la politique. » Oui, on peut souscrire à cela, qui commence avant Dante en vérité. Le grand philosophe et théologien Albert le Grand, le maître génial de Thomas d'Aquin, qui fut l'un des premiers à introduire Averroès dans le monde latin, insistait déjà sur ce qu'il appelle, dans son commentaire des politiques d'Aristote, la potentia multitudinis, la puissance de la multitude, dans l'idée que la multitudo des hommes, la multitude des hommes, pris, je le cite, ut simul omnes, c'est-à-dire pris tous ensemble, en même temps, comme un, permettait une collectio, un recueillement plus complet de la pensée. Derrière tout cela, c'est une thèse forte et qu'on connaît bien d'Aristote qui pointe et qu'on retrouve. Au tout début de son Histoire des animaux, en effet, Aristote définit la politicité, le caractère de l'être politique, par la réalisation d'une œuvre commune. C'est son expression. Il écrit que les animaux qui sont politiques, je cite, ce sont les animaux chez lesquels il y a une tâche unique et commune à tous, ce que tous les animaux grégaires, justement, ne font pas. Fin de la citation. Une tâche unique et commune à tous, c'est peut-être cela qu'Averroès nous donne de penser dans sa doctrine singulière de l'intellect comme puissance commune et des fantasmes, dans leur particularité, comme actualisation collective de cette puissance. Pourquoi donc des fantasmes politiques ? Pourquoi des fantasmes plutôt ? Parce qu'ils sont l'espace de manifestation, d'essor et de réactivation permanent de l'être politique de l'homme. Je vous remercie.